Je m'appelle Tito Ampiliard, j'ai 19 ans et je me prépare à traverser l'Atlantique sur la route du Rhum, où je serai le plus jeune de la prochaine édition en 2026. Donc c'est une course en solitaire qui part de Saint-Malo vers la Guadeloupe, qui dure jusqu'à une vingtaine de jours et qui fait jusqu'à 6500 km. J'ai grandi au bord de l'océan, sur le petit port de la Trinité-sur-Mer. Puis après j'ai vécu un an en Chine et ça a été le seul moment, je pense, où j'ai pas été proche de l'océan, ce qui m'avait beaucoup manqué. Et globalement, j'ai toujours vécu au bord de l'eau. La première fois que j'ai été sur l'eau, je m'en souviens d'une de mes toutes premières fois en optimiste. Je devais avoir, je sais pas, 3 ans, avec mon père et mon petit frère dans le petit optimiste. Ça fait la taille d'une baignoire le truc. Mais en fait, j'ai navigué vraiment depuis que je suis né en croisière avec mes parents où on partait un peu l'été. Mais j'ai pas vraiment un souvenir très précis de la toute première fois où je suis monté sur un bateau. Je pense que j'étais un tout petit peu trop jeune. Comme je disais, j'ai navigué beaucoup avec mes parents. Au fur et à mesure des années, mes parents, en fait, ils organisaient le Tour de Belle-Île, qui est devenu le plus grand événement avec le plus de bateaux en France. Une grande course à la journée avec plus de 500 bateaux sur la même ligne de départ. Et donc, en fait, je les ai suivis globalement sur ce projet-là, sur l'organisation de la course, etc. Et puis après est venu ce projet Youth Italienne, où au retour de Chine, quand on avait habité un an avec mes parents ont décidé de récupérer l'ancien trimaran d'Hélène MacArthur, qui est un des plus grands bateaux de course qui existe aujourd'hui, et avec lequel avait battu le record autour du monde en solitaire en 2005. Donc mon père, il l'avait récupéré dans le but de lui donner une seconde vie. C'est-à-dire que le bateau, en fait, il était à l'abandon, enfin en tout cas en état d'abandon dans le port de Brest pendant près de 5 ans. Donc forcément, ça fait des dégâts. Quand il n'y a pas d'entretien sur ce genre de bateau pendant des années, c'était à la limite d'un état d'épave. Et donc il y avait tout un travail de rénovation du bateau. Et donc pendant 2 ans, il a été rénové en Bretagne, à côté de chez moi. Et en fait, le but, c'était de lui donner une seconde vie en utilisant vraiment les principes de l'économie circulaire, donc réduire, réutiliser, recycler, la règle des 3 R, réduire notre consommation, réutiliser un maximum de matériaux et recycler les matériaux qui sont plus utilisables, donc clairement pour diminuer notre empreinte carbone. Et en fait, c'est ce qu'on a mis en place du coup avec le trimaran. Et à ce moment-là, j'avais 12 ans, j'étais déjà bien passionné de voile, je suivais certaines courses au large. Et puis mon père, il voulait se lancer, donc avec ce bateau, sur la route du Rhum 2018. Et c'est là que j'ai un peu accroché, qu'il m'a donné un peu ce virus de la course au large, quand je voyais tous ces bateaux qui partaient traverser l'Atlantique en solitaire dans le but d'arriver le plus vite possible. Forcément, ça m'a donné cette envie justement de partir sur cette course. Forcément, à 12 ans, ça peut paraître très très tôt. Mais en fait, petit à petit, j'ai commencé à naviguer sur son bateau. Il m'apprenait des petits trucs au début, et puis finalement, après, je suis devenu son équipier peu de temps après. Donc à partir de mes 14 ans à peu près, on naviguait en double avec mon père sur son trimaran. À 16 ans, j'ai pu remonter l'Atlantique avec lui sur la fin de son tour du monde, puisqu'il avait fait une tentative de record au tour du monde à l'envers. Et j'avais pu faire la dernière étape de son tour du monde depuis l'Afrique du Sud, juste en Bretagne, à Lorient. Et voilà, c'était une sacrée expérience. On a passé 25 jours en mer. Et depuis, je navigue beaucoup avec lui, et puis on a fait certaines courses. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer Youth Italian for Youth, du coup, avec notre engagement pour la protection de l'océan et l'économie circulaire, avec un deuxième bateau, avec lequel je serai au départ de la route du Rhum 2026. Ouais, clairement. Ça peut paraître très très tôt et assez insouciant, mais ouais, en fait, j'avais en tout cas cette envie de partir au large en solitaire sur ce genre de bateau de course. Dès le départ, 2018, je m'en souviens très bien du départ, avec tous les bateaux qui partent, je trouvais ça complètement dingue. Et je me suis dit, pourquoi pas y être un jour, quoi. En fait, mon père, je ne vais pas vraiment l'affronter, puisqu'en soi, on sera dans 2 catégories différentes et nos bateaux, ils n'ont vraiment rien à voir. Donc j'espère juste pour lui qu'il arrivera avant moi, parce que sinon, c'est vraiment pas bon signe pour lui. Surtout pour sa 3e route du Rhum, où il a vraiment envie de terminer au moins sur le podium. Mais non, en ce qui me concerne, c'est surtout un énorme soutien. J'utilise aussi toute son expérience qu'il a qui me donne des conseils vraiment au quotidien dans mon apprentissage
sur le bateau, sur les prises de décision qu'on a en mer, sur la gestion du bateau global, comment ça gère aussi en mer, comment gérer aussi son physique, le sommeil, le mal de mer. Tout ça, c'est des questions auxquelles on discute au quotidien avec mon père. Donc non, c'est surtout une très très grande force que j'ai de l'avoir à mes côtés, quoi. Ma grande peur, de ne pas me réveiller. Parce qu'en fait, moi, je suis un gros dormeur. C'est horrible, hein. C'est horrible pour un coureur au large d'être un gros dormeur et en plus de ça, j'ai le mal de mer. Donc vraiment, tout ce qu'il y a de pire, quoi, pour un coureur au large. Donc ouais, non, ma grande peur, c'est de ne pas réveiller. C'était sur la traversée. Donc en fait, on a récupéré le bateau, il était dans un sale état en Espagne. Et donc pareil, l'objectif, c'était de réutiliser selon les principes de l'économie circulaire pour lui donner une seconde vie. On a fait le chantier à Marseille. Et puis après, on est parti sur une traversée depuis Marseille jusqu'en Bretagne. Donc on a fait tout le tour de l'Espagne et du Portugal. Et là, en fait, je suis déjà parti sur cette traversée, donc qui dure à peu près une dizaine de jours, presque 2 semaines. Et en fait, sur cette traversée-là, déjà, je suis parti fatigué du chantier qu'on a eu, et vraiment épuisé. Et puis j'étais avec mon père et mon petit frère. Ce qui se passait, du coup, c'est qu'on faisait des quarts de 2 heures. Parce que on peut dormir 2 heures et puis après on se réveille pendant 4 heures et puis après on peut redormir 2 heures vu que forcément on continue à avancer de jour comme de nuit. Et sur cette traversée-là, ouais, il y a eu un moment où je me suis dit waouh, là c'est chaud. C'est que en fait je suis allé me coucher, mon père il prenait une partie de son quart, donc il était dans l'autre banette, mon frère il était à la barre, on n'avait plus de pilote automatique. Donc, ce qui faisait qu'on devait barrer 8 heures par jour, donc c'était aussi assez fatigant. Et donc je mets mon réveil, donc c'est vraiment une alarme hyper forte. Je vais me poser dans ma banette, donc c'est comme un lit qui est moyennement confortable. Mais par contre là je pars dans un sommeil, mais ciao. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 heures, je me suis pas réveillé. L'alarme elle a sonné et je l'entendais pas, quoi. Mon père qui était dans l'autre banette, donc vraiment à quelques mètres de moi, il m'appelle, il me crie dessus depuis sa banette pour que j'aille éteindre l'alarme parce que c'était juste insupportable. Et en fait, je me réveillais toujours pas. Et donc c'est mon petit frère qui est venu me chercher, qui était à la barre, il a lâché la barre, il est descendu dans le bateau. Il est venu me voir, il m'a secoué dans tous les sens et puis j'ai pu me réveiller. Mais sinon je me serais pas réveillé, quoi. Je ne serais pas où je serais allé si j'étais en solitaire. C'est, je pense, le truc qui me fait un peu peur, mais en même temps, c'est quelque chose que je travaille assez régulièrement sur chaque navigation. Je sais que ça va aller et que je ne vais pas partir dans l'état dans lequel j'étais parti depuis Marseille, mais c'est quand même le petit truc qui me dit fais gaffe, il peut se passer des choses quand même. Alors, en fait, globalement, on est rythmé par les conditions météo, le trafic maritime, les concurrents qui sont autour. Et en fait, à chaque fois, on ajuste un peu le curseur plus ou moins haut. Si vraiment, il y a des moments où on peut temporiser un petit peu parce qu'il y a des grosses conditions, qu'on ne veut pas casser le bateau, qu'il y a du trafic maritime autour, qu'il y a la côte qui n'est pas très loin. Là, on peut se dire, on va y aller mollo. On fait surtout très attention à tout ce qui se passe autour et puis on attaquera un peu plus vite un peu plus tard. Donc voilà, c'est le genre de moment où globalement en fait on fait beaucoup de météo, des routages pour établir notre stratégie et puis après globalement ça va être des manœuvres à faire pour des changements de voile. Si le vent il commence à faiblir ou à monter, on va mettre plus ou moins de voile, enfin de surface de voile surtout. Et puis voilà, après on est rythmé au fur et à mesure, on garde le rythme. Et dès qu'on peut, en fait, on essaye de faire une petite sieste par-ci, une petite sieste par-là. Et globalement, en fait, c'est des tranches de 3 minutes. J'arrive vraiment à... Je pose mon réveil, je m'endors, je me réveille au bout de 3 minutes. Et ça, c'est vraiment le strict minimum que je peux me faire. Et puis après, je peux aller jusqu'à 1h30 au maximum d'affilée, quoi. Et là, 1h30, c'est la grasse matinée. Non, en vrai, après, par 24 heures, forcément, on dort plus. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir ce truc-là des micro-siestes à bien établir et puis ne pas partir non plus complètement fatigué. Si globalement, on se crame dès les premières 24 heures, là, ça risque d'être compliqué pour le reste de la course. Donc, il faut faire attention à ça surtout.
C'est hyper commun, on se rend pas compte. Mais en fait, sur la route du Rhum, donc, qui est la plus grande course ou presque à la voile, c'est assez commun. En fait, il y a, je pense, plus de 50% des marins qui ont le mal de mer. Il y en a certains qui ne le disent pas, il y en a qui le disent. Bon, moi, j'ai rien à cacher, hein, j'ai le mal de mer et puis c'est tout. Puis ça va se gérer. Mais ouais, en fait, même avec l'expérience, mon père, il a le mal de mer aussi, donc c'est génétique. Donc c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais voilà, on a des médicaments pour essayer de gérer ce mal de mer, apprendre à se connaître aussi. Donc voilà, si on veut parler du mal de mer, moi en général j'ai deux options pour le mal de mer dès que je commence à être malade. C'est la première option, c'est je vais dormir quand je peux me le permettre, ce qui n'est pas souvent le cas. Que ce soit une demi-heure, une heure, et puis après quand je me réveille, ça va mieux. Sinon, je résiste, et dans ce cas-là, j'essaye de vraiment rester actif, parce que si je me pose, que je regarde un endroit, peu importe où, je sais que je ne vais pas être bien pendant longtemps, alors que si je reste actif, en fait, ça va faire déjà que 1, j'y pense pas, et 2, je vais vomir plus rapidement, donc après, normalement, ça va mieux. Le fait d'être le plus jeune, je pense que c'est surtout un atout, parce que forcément, médiatiquement, on va parler du plus jeune comme à chaque édition. Donc c'est surtout cet atout-là que j'ai. Après, par rapport aux concurrents, forcément, j'ai ce désavantage d'avoir beaucoup moins d'expérience. En soi, du moment que je sois prêt, que je connaisse bien mon bateau, et voilà, que j'ai vraiment la détermination d'arriver jusqu'au bout, je vois pas trop le souci d'avoir 20 ans, 25 ans ou 30 ans pour faire la route du Rhum, quoi. Moi, je ne suis pas propriétaire du bateau. C'est mon père, enfin en tout cas la société de mes parents, ils ont créé, qui possède le bateau. Moi, je suis le skipper, mais du coup, ça donne quand même une très grande part de responsabilité, parce que forcément, ça a des coûts très importants, ce genre de projet. Et ça met quand même une grosse part de responsabilité et de pression aussi quelque part, parce que forcément, si je commence à faire n'importe quoi, si je vais me coucher au mauvais moment, que j'ai une collision, là ça peut avoir des grosses conséquences. Donc je sais bien, je suis bien conscient qu'il y a des moments où clairement j'ai pas le droit à l'erreur. Donc forcément ça me met aussi pas mal de pression, surtout à 19 ans. Mais en même temps c'est le jeu, c'est comme ça que ça se fait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de skippers à 19 ans qui font ce genre de trucs. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît, que j'arrive pour l'instant à apprendre à gérer ça. Et puis c'était par exemple sur le chantier à Marseille où là c'était assez compliqué. On était dans des conditions où il faisait vraiment très très chaud pendant 3 mois de chantier où on s'est pas beaucoup arrêté avec mon père. Donc voilà, il y a des moments vraiment où on peut aller vraiment dans la difficulté. Je pensais pas que ça allait arriver aussitôt dans le projet. Mais en même temps, c'est aussi ce que je suis venu chercher, c'est la difficulté et surtout se pousser au maximum, quoi. Voir jusqu'où sont nos limites physiquement et mentalement. J'ai à peu près une estimation, ouais. Parce que ce bateau-là, il a déjà fait la route du Rhum. Donc ça dépendra des conditions météo, évidemment. Mais je vise à peu près 3 semaines environ. Après, si je mets un peu plus, tant pis. Mais l'objectif principal, ça va être évidemment d'être à l'arrivée. Forcément, à 20 ans, c'est le premier objectif qu'on se donne quand on est au départ de la route du Rhum. Donc voilà, après, niveau place, etc., ça, j'ai envie de dire, je fais ma course, j'essaye de naviguer proprement, de moins casser le bateau possible. Et puis voilà, essayer de naviguer proprement et avoir une bonne trajectoire, bien garder un bon rythme, essayer d'être en forme, parce que ça va pas, à l'arrivée je vais être quand même dans un sale état. Donc non, l'objectif premier ça va être d'arriver. Après globalement je sais que je mettrai environ 3 semaines. Alors j'avais déjà fait une grande traversée, où là pour le coup c'était 25 jours avec mon père depuis l'Afrique du Sud. Et effectivement, en fait, quand on n'a pas l'habitude de partir sur ce genre de traversée, le truc qui m'a surpris le plus, c'est vraiment la gestion du temps et surtout de se dire il reste tant de temps sur la traversée. Qu'au bout de 4-5 jours de mer, je me suis dit waouh, il reste encore une vingtaine de jours, on va faire 4 fois ce qu'on a fait là.
Là, c'est chaud quand même. Le match que j'avais fait avant cette traversée-là, c'était une dizaine d'heures, donc forcément rien à voir. Et puis après, en fait, les jours, globalement, ils se ressemblent beaucoup et on a l'impression que ça passe plus vite. Évidemment, c'est une impression. Mais ouais, on a un peu ce petit truc psychologique de se dire il reste tant de temps. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faudra que je fasse super gaffe. C'est vraiment d'y aller pas à pas, de se dire bah voilà, premier objectif, aller le plus vite possible au bout de la pointe bretonne. Et puis après, essayer de faire vraiment jour par jour et pas de se dire waouh, il reste toute une traversée de l'Atlantique, ça va être énorme. Et là, pour le coup, je peux avoir vraiment le moral qui baisse d'un coup. Et là, c'est pas bon du tout. Donc, c'est aussi un truc psychologique à avoir. Et ça va se faire au fur et à mesure des courses que je vais faire. Et l'objectif, c'est de bien appréhender aussi cette partie-là avant le départ. Sur mon bateau, en fait, on a un désalinisateur d'eau. Donc, en fait, c'est une machine qui va venir pomper l'eau de mer qui se trouve sous le bateau pour ensuite la filtrer et se créer du coup l'eau potable. Donc, on va essentiellement avoir cette eau potable là à bord qu'on se crée au fur et à mesure de la traversée. Puis après, on a des bidons d'eau si jamais il y a vraiment un souci que le désalinisateur d'eau ne marche plus et qu'il est irréparable. Là, dans ce cas-là, on a quand même des bidons de secours en cas de besoin. Je vais prendre 3 semaines, je pense, à peu près de nourriture et je sais que je ne vais pas les finir. Parce que en fait, même si je pars 3 semaines et que je prends pour 3 semaines de nourriture, en fait, avec le mal de mer, on mange beaucoup moins. Ce qui n'est pas bon du tout, parce qu'en plus, on dépense beaucoup de calories en mer. Mais je sais que les premiers jours, ça va être compliqué de manger, quoi. Je vais avoir le mal de mer, je pense au moins sur toute la première semaine. Et puis après, je vais essayer de m'amariner un peu comme je peux, mais je sais que cette partie-là, ça va être assez compliqué. Donc non, je pense que je prendrai à peu près pour une vingtaine de jours, je pense. Donc voilà, et forcément, on essaie d'être le plus léger possible. Mais c'est pas pour ça que je vais me limiter globalement sur beaucoup de choses, parce que l'objectif forcément c'est d'arriver. Et puis en fait dans ma catégorie on a des bateaux qui sont aussi très différents. Donc en fait la gestion du poids, je sais déjà qu'à l'origine mon bateau il est globalement plus léger que la plupart. Donc forcément c'est un atout qu'il faut essayer de garder au maximum. Mais je vais pas me mettre en difficulté et je vais plutôt privilégier vraiment le fait d'avoir tout le matériel à bord pour pouvoir réparer si jamais il y a de la casse. Et évidemment, je vais éviter de prendre toutes les choses inutiles que vraiment je serais sûr de ne pas utiliser. Mais ouais, je vais plutôt privilégier la fiabilité sur cette traversée. Ouais. Alors un moment compliqué en mer, ouais, il y en a eu certains, surtout avec d'abord beaucoup avec le trimaran. Parce que forcément, quand on part sur des longues traversées, on a des avaries. Donc là, par exemple, sur la remontée de l'Atlantique, on avait eu une drisse qui s'est rompue. Donc c'est en gros la corde qui tient la plus grande voile du bateau qui lâche. Et là, j'étais à la barre et je vois la grande voile qui passe devant et qui passe sous le bateau. Donc là, il fallait essayer de la récupérer, mais elle fait, je sais pas, plus de 300 mètres carrés. Donc ça fait beaucoup, voire 400 mètres carrés, peut-être celle-là. Donc ouais, il y a eu des moments assez chauds. C'était juste avant la nuit, donc là, il fallait se dépêcher, parce que sinon, ça devient un peu compliqué, voire dangereux, quand on est dans des situations comme ça. Mais ouais, après, c'est arrivé qu'on passe dans des gros coups de vent. Sortie de détroit de Gibraltar, là, on s'est pris un très gros coup de vent, jusqu'à 45 nœuds. On avait pas mal de voiles et on s'est fait un peu surprendre par le coup de vent. Et là, pendant 3 heures, j'étais à la barre non-stop et on faisait des gros plantés dans les vagues et tout. Donc, c'est à la fois un peu flippant d'un côté et en même temps un peu grisant de l'autre. Ça donne un peu ce petit côté épique à la navigation que j'aime bien, quoi. La plupart des navigations, dès qu'on part au large, on a des couchers de soleil magnifiques, une houle qui est très longue qu'on ne peut clairement pas voir quand on est proche des côtes. Et ça, je trouve ça assez dingue. Ça, c'était une de mes premières fois vraiment au large, quand on est parti loin, quand on est
partie d'Afrique du Sud, où là vraiment je voyais la houle qui était gigantesque. Et là on faisait des gros surfs. J'étais à la barre, on était à plus de 20 nœuds, donc on était à peu près 40 km/h. Sur un bateau, c'est rapide. On faisait des pointes à presque 30 nœuds. Donc c'était assez dingue. Et d'être à la barre d'une énorme machine comme ça, il faut s'imaginer, le trimaran, il fait 23 mètres de long, 16 mètres de large. Et ça, c'était des premiers moments les plus dingues, je pense, que j'ai vécu au large. C'est vraiment cette vitesse, le contrôle de ce bateau géant. Et puis en plus de ça, le coucher de soleil. Donc là, il y avait des lumières magnifiques. Donc voilà, et puis après, évidemment, il y a aussi plein de moments avec les dauphins qui sont absolument géniaux. Donc voilà, on en a plein aussi des bons moments en mer, et heureusement d'ailleurs, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce sport, je pense. C'est vrai qu'en mer, en fait, il faut toucher à tout. Faut être un peu couteau suisse. Et bon, cuistot, je vais pas te mentir, je me fais des pâtes et du riz, ou alors de la pertisée, je mets de l'eau chaude, donc ça va. Niveau cuisine, on va pas pousser très très loin, mais sinon, effectivement, il faut bien connaître ce bateau et être assez bon aussi en mécanique. Donc je l'étais pas du tout. Et puis je commence petit à petit à apprendre. On a eu ce chantier de 3 mois à Marseille qui ont fait que je connais de mieux en mieux mon bateau. Globalement dans tous les petits systèmes. Après évidemment il faut être aussi bon en électronique, en mécanique. Et en fait il faut essayer de connaître son bateau pour savoir, essayer d'anticiper la casse qu'il pourrait y avoir. Et puis en cas de casse, d'avarie, essayer d'être assez polyvalent pour pouvoir réparer tout seul, puisque forcément c'est pas attendre 2 minutes, je fais une pause, je vais au bricomarché et puis je reviens. Non, là tu as ce que tu as à bord et puis après tu te débrouilles. Donc c'est sûr qu'il faut être assez polyvalent là-dessus, bien connaître son bateau. Et puis après c'est vrai qu'il y a ce côté aussi médical qui est à connaître. Donc là pour l'instant j'en suis très très loin. Mais je vais avoir justement des formations sur par exemple comment me recoudre si je m'ouvre le crâne en mer, quoi. Il y avait un navigateur qui était parti sur le Vendée Globe et en fait il y a eu un coup par une vague, il s'est pris un coup et avec le choc il s'est mordu la langue, donc il avait un bout de langue qui était à recoudre en mer, donc il était en appel avec un médecin en même temps, enfin l'horreur. Le genre de choses que j'aimerais pas avoir, mais auquel il faut quand même s'y attendre s'il se passe quoi que ce soit. Non, je n'ai pas peur de mourir en mer. Non, il y a eu des morts sur la route du Rhum, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en fait, on a tellement de prévention s'il se passe quoi que ce soit que je saurais quoi faire si jamais, si mon bateau il coule, je sais exactement quoi faire. Passer par des trappes, déployer le canot de sauvetage, avoir une combinaison de survie. Donc non, je dirais pas que j'ai peur en mer. Et puis surtout, le truc le plus important, vraiment la règle numéro 1, c'est de s'attacher. C'est que dès que je vais à l'avant du bateau, j'ai mon gilet avec une balise sur moi qui se déclenche si jamais je tombe à l'eau. Et puis pour pas tomber à l'eau, j'ai une longe avec un mousqueton et en fait j'ai ce qu'on appelle des lignes de vie. Donc en gros, c'est des bouts, des cordes qui sont accrochées sur tout le long du bateau et sur lesquelles je m'accroche. Du coup, à chaque fois que je pars à l'avant du bateau, dès qu'il y a des conditions un peu risquées, c'est vraiment la règle numéro 1, c'est rester à bord du bateau. Voilà. Et puis si jamais il coule, forcément, plus trop le choix, on envoie le canot de sauvetage. Alors en fait, j'ai créé Use It Again for Youth dans le but de sensibiliser et mobiliser ma génération sur les sujets de protection de l'océan et d'économie circulaire. En fait, ça a commencé mon engagement dès mes 14 ans, où j'ai commencé à faire de la sensibilisation dans une association qui s'appelle Children for the Ocean. Donc en fait, les jeunes qui vont venir sensibiliser les plus jeunes pour montrer qu'est-ce qui peut se faire concrètement dans l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est, parce que la plupart n'ont jamais entendu parler de ce sujet-là, et qui est pourtant hyper important. Et puis après, différents sujets sur la protection de l'océan, et leur expliquer surtout pourquoi l'océan c'est si important. En fait, quand on parle à notre même génération, on a vraiment un impact encore plus fort
que si c'était des profs qui venaient nous parler en classe, quoi. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre pour ceux qui regardent ce petit podcast. Évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur le compte de Youth Italian for Youth. Vous envoyez un petit message et puis après, on vous donne un peu toutes les infos sur ce qu'on fait, les différents événements aussi auxquels on participe. Et puis évidemment, c'est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 26 ans. Déjà, en quelques mois, on a réussi à être 90, alors qu'au début, on était, je sais pas, 3, 4. C'est juste des jeunes qui prennent de leur temps en dehors des cours et puis qui se motivent du coup pour aller faire de la sensibilisation dans les écoles. Donc ouais, le résultat qu'on a en si peu de temps, je trouve qu'il est quand même assez dingue et ça montre vraiment que les jeunes aujourd'hui ont envie de s'engager et d'avoir de l'impact surtout. Globalement, l'urgence, c'est de protéger l'océan en général, parce qu'aujourd'hui, les aires marines protégées ne sont pas protégées pour la plupart. Et en fait, c'est vraiment un système qui peut être super intéressant, à la fois d'un point de vue socio-économique et à la fois d'un point de vue biodiversité. Donc, si je devais prendre une décision politique sur le sujet de la protection de l'océan, ce serait d'avoir des aires marines qui soient réellement protégées. Voilà. Aujourd'hui en France, ils nous disent qu'on a 33% d'aires marines protégées en France, dans les eaux françaises, alors qu'en réalité il y a seulement 1,6%, ce qui est complètement ridicule, et tout ça pour laisser des gros navires industriels passer aussi dans ces aires marines protégées, donc des bateaux qui vont jusqu'à 145 mètres de long, qui récupèrent jusqu'à 300 tonnes de poissons par jour, tout ça pour faire des surimi. Donc voilà, c'est, je pense, une des premières choses que je ferais si j'avais le pouvoir en tout cas de contrôler ces aires marines protégées, ce serait ça. Il y a eu plusieurs moments marquants. Il y a eu, là encore assez récemment, l'été dernier, qu'on a fait à traverser depuis Marseille vers la Bretagne. J'ai jamais vu autant de plastique dans l'océan. C'est-à-dire qu'au large, en principe, vraiment des macroplastiques, donc tous les plastiques qui sont visibles, donc que ce soit des bidons, des ballons ou autres, j'en avais jamais vu autant. Et puis évidemment, tous les immenses bateaux de pêche industriels. Est-ce qu'il y a des choses que les jeunes voient et que les personnes plus âgées ne voient pas? Ça, je sais pas. Non, je pense que globalement, les jeunes pourraient se sentir plus concernés parce que le pire est à venir et qu'on s'en rend tous compte. Donc je pense que les jeunes se préoccupent plus de leur avenir que les personnes plus âgées surtout. C'est plutôt ça. Comment j'imagine la ligne de départ de la route du Rhum? Un peu comme les autres éditions, je pense. Parce que j'ai ça comme référence et j'imagine au taquet avec tous les bateaux sur la même ligne de départ, les au revoir qu'il y a eu juste avant, toutes les émotions qu'il y a d'être au départ de la route du Rhum et puis être côte à côte avec tous mes concurrents. Donc non, beaucoup d'excitation, je pense, qu'il va y avoir sur ce départ. Beaucoup d'émotions. Et pour la ligne d'arrivée? Et pour la ligne d'arrivée, je l'imagine avec un grand sentiment de soulagement et d'accomplissement. Et forcément, on est passé aussi par des phases où c'était assez compliqué. Ma mère, elle a eu un cancer là, pendant 1 an et demi. Donc, ce qui fait que mon père, il avait encore plus de travail. Donc, je l'aidais aussi comme je pouvais. Donc on est passé par des phases qui étaient vraiment pas compliquées, enfin, vraiment compliquées je veux dire. Donc ouais, il y aura surtout un gros soulagement et sentiment d'accomplissement à cette arrivée en Guadeloupe. Puis j'espère que ça arrivera au plus vite évidemment. Informez-vous. Essayez de comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et puis l'engagement, après, il va venir très naturellement, puisque en s'informant, on est plus sensible au sujet, on se rend compte de ce qui se passe, et forcément, l'action, elle vient très naturellement après. Avoir des globes, c'est quelque chose qui me tenterait aussi, mais à voir. Ça peut être un objectif après la route du Rhum, effectivement. On verra. Pendant 1 an, hein. Je prends une année de césure. Je leur ai prévenu. Ouais. Je les ai prévenus. Je leur ai dit, j'ai ce projet-là de route du Rhum dès le départ.
Et donc forcément, pour tous les déplacements que je fais, quand je dois louper l'école, ils savent très bien pourquoi c'est. Et ils me soutiennent aussi là-dedans. Donc je les remercie pour ça. Et ouais, je ferai une année de césure pour l'année prochaine. Tu vas pas réviser dans le bateau un peu? Ouais, non, pas trop là. Là, j'aurai un peu autre chose à faire. Puis même sur toute la phase de préparation, les qualifications et tout, ça demande quand même énormément de préparation. Et forcément, une année de césure, c'était indispensable pour participer à la Route du Rhum. Même en dehors de la course en elle-même, qui dure à peu près 2-3 semaines, toute la phase avant, en fait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc je serai à 100% là-dessus pendant pas mal de mois avant le départ. Une anecdote drôle en mer, je m'en souviens d'une fois, on devait faire globalement, on fait pas mal de vidéos à partager sur les réseaux ou autres avec mon père quand on était en mer. Et à un moment, en fait, du coup, mon père, il prend son téléphone, il prend une vidéo en mode selfie et il dit bonjour à tous, on est à bord de Use It Again. Et moi, à chaque fois, en fait, je suis là, coucou. Donc là, on s'est tapé un énorme fou rire. Voilà, c'était assez marrant. Et c'est un peu ce petit truc-là où à chaque fois, je faisais ça pour toutes les vidéos. Le petit gars qui se tape l'incruste dans la vidéo. Et là, on s'est tapé un gros fou rire avec mon père. On n'a même pas pu faire la vidéo au final. Globalement, les sorties, moi je suis beaucoup sorti aussi quand j'étais au lycée. J'ai eu la chance d'avoir un appart à côté de mon lycée et je ramenais tous mes potes le vendredi soir, donc ça c'était très cool. Donc là, je faisais moins de sorties avec des potes, mais toujours un peu. Je suis un bon fêtard aussi, faut pas déconner. Et globalement, en fait, l'équilibre avec l'école, il se fait assez bien parce que en école de commerce, j'arrive à quand même garder le rythme tout en loupant des cours et puis après je les rattrape. Mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir une école qui comprenne mon projet, ils savent pourquoi je fais ça et ils me soutiennent dans ce projet-là à Excelia avec l'école de commerce à La Rochelle. Et donc grâce à eux, en fait, j'arrive à du coup trouver cet équilibre entre gérer la communauté Use It Again for Youth, la préparation avec le bateau et puis les études à côté. Donc ça se fait assez bien. J'arrive quand même à avoir un petit peu de temps pour sortir aussi de temps en temps avec mes potes. Donc voilà, c'est cool. C'est important aussi de parfois faire stop. Je décompresse, j'attends 2 minutes, puis je reprends après. Vive la protection de l'océan! Ouais, vous pouvez me souhaiter bon vent, comme on dit en mer, et puis terminer cette route du Rhum. Avec grand plaisir. Parce que c'est compliqué de trouver des sponsors, et puis comment je m'y prends, quoi. C'est assez compliqué. C'est surtout quand on a 19 ans et qu'on cherche des budgets à plusieurs centaines de milliers d'euros. Heureusement que j'ai mon père et son agence qui est derrière et qui bossent beaucoup dessus. Mais moi, j'essaye vraiment d'y participer aussi à mon échelle avec certains contacts que j'arrive à avoir, que ce soit par mon entourage, les parents de mes potes et puis les différents événements. Régulièrement, je me déplace pour aller à des événements et rencontrer des dirigeants d'entreprise. Donc j'ai la chance aussi justement de mettre ça directement en pratique, de comment vendre un projet que je fais déjà depuis mon lycée, où clairement je vais aller pitcher mon projet. Je leur dis voilà ce que je fais avec Use It Again for Youth, la communauté, on essaye de promouvoir ça sur la route du Rhum et pour se développer au maximum. Donc là on va chercher des sponsors ou mécènes. Là on a Forvis Mazar qui est notre premier sponsor qui m'accompagne au moins jusqu'à la route du Rhum. Et puis évidemment après on va chercher d'autres partenaires. Un partenaire titre qui nous accompagnerait du coup moi et mon père, puisque c'est un projet commun, avec toute cette histoire de transmission, père-fils. Et puis voilà, j'essaye de faire au maximum pour l'aider, avoir des contacts. Là, encore lundi dernier, on est allé voir un dirigeant d'une entreprise que j'avais pu rencontrer à La Rochelle. On est allé le voir justement pour discuter d'un potentiel partenariat. Et voilà, j'essaye de faire un peu comme je peux à ma façon et puis
Puis ça fait aussi quand même beaucoup d'entraînement pour pitcher le projet et voilà, le présenter aux entreprises et montrer aussi ce qu'on peut leur apporter, quoi. Donc voilà, on cherche encore des partenaires. S'il y en a qui souhaitent nous contacter pour le plus jeune skipper et puis le duo père-fils sur la route du Rhum. Oui, mais j'en attends plus. Je le serai. On en reparle après la route du Rhum. Je dirais plutôt ça. Non, ça c'est que les mythes. Ça c'est que les mythes. Je vais pas tomber sur le kraken qui va m'engloutir au fond de l'océan.